Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV. On va parler des voitures chinoises. Des voitures qui sont de plus en plus présentes. Alors, elles ont comme point fort la technologie électrique, bien sûr, mais pas que. On parlera d'électronique embarquée. Et puis, le fait est qu'il y a aussi cette question de la taxation qui s'invite. Ça fait beaucoup de sujets à discuter dans cette émission. Mes invités en plateau, un habitué de Mobility TV, c'est Michel Forissier, ex-Valeo. Et vous êtes là également au titre de la SIA, la Société d'ingénieurs automobile. Vous êtes membre du conseil d'administration. Jean-Pierre Cornioux, ancien consultant, SIA Partners et puis auteur prolifique. Vous avez écrit en 2019 un livre, La voiture du XXIe siècle sera chinoise. Et effectivement, vous avez été précurseur, visionnaire dans ce domaine. Nous avons en ligne avec nous le représentant de BYD en France, Jean-Briac Dalibard. Bonjour. Bonjour Laurent. Et puis un autre représentant d'un constructeur chinois qu'on a déjà reçu aussi sur Mobility TV. Il s'agit bien de Thomas Rodier pour Xpeng. Bonjour. Bonjour. On vous retrouvera dans un petit instant. Peut-être d'abord une réaction, messieurs, côté français, puis naturellement je poserai la question aux représentants des marques chinoises, mais cette taxation de la part de l'Europe, des États-Unis, on a le sentiment qu'il y a une offensive anti-chinoise quelque part. Je pense que c'est le cas. En fait, il y a une commission européenne qui a été faite pour regarder les pratiques dites de dumping qui seraient pratiquées en Chine. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne me prononcerai pas sur le fond, mais vous avez vu qu'ils ont décidé de mettre des taxes assez considérables pour équilibrer les prix entre la Chine et l'Europe. Ce qu'on a vu jusque-là, c'est qu'il y avait quand même un différentiel de prix très notable entre la Chine et l'Europe, assez bizarre d'ailleurs, d'où les incertitudes et d'où les questions qui étaient faites. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va sérieusement modifier le jeu dans les mois qui viennent. Votre opinion, Jean-Pierre, à ce propos ? Tout simplement, le choc de l'industrie automobile chinoise est tellement violent. Rappelons-nous qu'ils ont exporté 1,2 million de voitures en 2022. Ils ont multiplié pour atteindre 3 millions en 2023. Ils ont dépassé le Japon. 3 millions en 2023. Et en 2024, on part sur 5,5. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a une machine de guerre contre nous. On a une machine industrielle, un écosystème extrêmement performant, puissant, compétitif, soutenu par le parti et le gouvernement et les collectivités territoriales qui sont très influentes dans l'automobile. Et c'est une machine de guerre qui livre des produits cohérents, de qualité, qui répondent à la demande des consommateurs à un prix inférieur au marché. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Le seul et unique moyen inventé dans l'histoire de l'humanité, c'est les droits de douane, c'est les protections. On se protège, on met des rideaux et on dit, en serrant les fesses, on va dire... C'est le rideau de fer tarifaire, voilà, en quelque rideau sorte. de fer tarifaire. On se dit, bon, on va s'organiser, on va doper notre compétitivité en attendant la confrontation pour laquelle nous ne sommes pas encore prêts. Alors c'est vrai, messieurs, qu'on voit que les acteurs chinois essaient de se positionner en Europe pour des batteries et puis éventuellement produire également des voitures. Au-delà du protectionnisme basique que ces textes révèlent, c'est aussi une volonté d'un peu de forcer les Chinois à investir dans des usines de production et donc de l'emploi en Europe, ce dont on peut se féliciter d'un certain point de vue. C'est une façon de défendre un peu l'économie locale. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que côté technique et technologie, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de Chine. Il y a les matières, bien sûr, pour une grande partie, et ils ont fait comme un grand pas en avant sur ces sujets-là. Les batteries, maintenant, il y a des énormes players de batteries en Chine qui capturent pratiquement 70% du marché mondial. Oui. Ça devrait changer, mais aujourd'hui, c'est quand même le cas. Et puis, on va parler des voitures, et je pense qu'ils font aussi des très belles voitures, et qu'il ne faut pas être sourd non plus à l'offre produit qui sort de Chine et qui est quand même très intéressante. Tout à fait. Alors Jean-Pierre, je le disais, vous avez écrit un livre il y a quelques années. On ne se rendait pas compte à l'époque que ces voitures chinoises allaient être si présentes, parce qu'on en a vu dans les salons il y a encore 5 ans, 10 ans. Bon, on se disait, ça va, il y a encore de la marge. Maintenant, on a arrêté de sourire. Oui, alors, moi l'idée de ce livre m'est venue en discutant avec mon éditeur, parce que j'avais fait un livre précédent sur l'automobile. Il me dit, mais alors c'est quoi le reste de l'histoire ? Le reste de l'histoire, c'est clairement un remake de ce qui s'est produit avec le Japon dans son temps, dans les années 60-70, avec la Corée dans les années 80-90. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont des nouveaux venus, qui arrivent avec des nouveaux principes, des usines flambant neuves,
des jeunes travailleurs extrêmement compétents, bien formés, qui ont des prix de revient compétitifs. Et là où il y a une supériorité dans l'approche chinoise, c'est qu'ils n'ont pas fait des véhicules à moteur thermique en se disant, là, on ne sera jamais aussi bon que BMW ou Mercedes. Ils ont instauré l'idée mondiale que ce qu'il fallait faire, partout dans le monde, c'était des voitures électriques. Et ils ont dit, bah, nous, on définit le terrain. C'est ça le jeu de Go. On a choisi notre terrain. Vous êtes très bon d'ailleurs, quand on lit la littérature, elle est amusante, en disant les anciens joueurs, BMW, Mercedes, etc. C'est le monde d'avant. Et c'est ce qui faisait rêver avant les ouais. cadres chinois. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est des marques locales. Et exactement, ce qu'ils veulent, c'est des marques locales. Et ils veulent instaurer l'idée que les patrons, c'est eux. C'est-à-dire, ils définissent la nature des véhicules, ils définissent les évolutions technologiques avec un fourmillement de solutions techniques qu'ils mettent en œuvre en Chine et qui sont extrêmement intéressantes. En particulier dans l'intégration de la batterie dans l'habitat, qui est quelque chose qui est un sujet majeur pour le futur. Et ils arrivent avec de l'ingénierie, de l'intelligence et des moyens considérables. Donc, ça fait peur. Et puis il faut rajouter peut-être un point, c'est que autant la Chine, depuis maintenant 20 ans, a clairement mis dans ses plans quinquennaux le fait que la voiture électrique serait son moyen, son outil pour avoir de la souveraineté sur son industrie automobile et gagner de la compétitivité. Autant en même temps en Europe, alors qu'on savait que l'histoire allait se dérouler de la même manière, on était tous dans le déni. Mais en même temps, c'était aussi pour ça. Ça s'appliquait. On était dans le déni en disant non, on va continuer à faire du diesel et les voitures électriques n'arriveront jamais. Et du coup, on a pris un retard considérable par rapport aux Chinois parce qu'on a continué à jouer avec le vieux monde, avec les vieilles technologies, là où les Chinois ont avancé à vitesse forcée. Ce qui a été quand même assez symptomatique, on en parlait tout à l'heure, ça a été l'étape Covid, entre 2020 et 2024. Les Chinois, ils se sont pris le Covid, comme nous, mais ils se sont pris aussi les sanctions américaines. Et au lieu de les freiner, ils ont accéléré 10 fois plus vite. Ouais. Et quand on revient, je pense qu'on a tous vu le salon de Shanghai ou de Pékin ces derniers mois, il y a eu une explosion de voitures absolument incroyable, avec des technologies incroyables. Ils sont mis à faire des voitures très vite, des belles voitures. Et donc, quelque part, ça les a stimulés et ils sont encore plus agressifs que jamais. Ouais. Alors justement, on va découvrir en fait l'offre de ces constructeurs chinois. On va commencer par BYD, Jean-Briac Dalibard. Car BYD, à la base, c'est un fabricant de batteries, pour smartphones d'ailleurs. Il s'en fait des batteries de voitures. Et vous fournissez plusieurs marques, dont Tesla par exemple. Absolument. En fait, BYD a commencé son activité par les batteries pour téléphone mobile. On était le fournisseur exclusif notamment de Nokia et de Motorola. Ça date de 1995. On a commencé notre activité de voiture en 2003. Et effectivement, depuis quelques années maintenant, on fournit différents constructeurs automobiles, notamment Mercedes et Toyota, avec qui nous avons des joint ventures et des sociétés en commun, et également Tesla sur le modèle Y fabriqué en Chine. Alors nous avons également un autre constructeur à distance avec nous, c'est Xpeng. On dit Xpeng à la chinoise. Thomas Rodier, donc, on peut rappeler que cette marque, elle est jeune, elle a seulement 10 ans, et elle a fait un choix assumé qui est le haut de gamme et beaucoup de technologie à bord. Tout à fait, et avant tout l'électrique, puisque Xpeng est né électrique, et comme le disaient vos intervenants, effectivement, c'est la technologie sur laquelle les Chinois ont misé, puisque en fait, vous ne pouvez pas acheter, si vous ne possédez pas déjà une plaque pour un véhicule thermique, vous ne pouvez pas acheter de nouveaux véhicules. Donc en fait, vous êtes obligé de passer à l'électrique, et c'est ce qui explique que le parc électrique en Chine soit aussi impressionnant, parce que c'est plus de, les experts me corrigeront si je dis des bêtises, mais je crois qu'on est à plus de 50% du parc qui est électrifié. Et ce qui fait que les Chinois ont misé sur la technologie électrique, ont développé plus rapidement les architectures 800 volts, par exemple, mais aussi ce qu'on appelle le software defined vehicle, c'est-à-dire qu'on a développé des voitures comme des smartphones qui sont opérés par des systèmes d'exploitation qui vont contrôler l'intégralité des fonctions du véhicule et qui vont amener la possibilité de conduite autonome à 100%. C'est le cas chez Xpeng en Chine. Vous pouvez, on est d'ailleurs leader sur le secteur, vous avez des voitures qui sont 100% autonomes et qui vont répondre aux données de circulation, aux données
de circulation des feux rouges et qui vont vous permettre de bénéficier d'une conduite autonome. Ça, c'est quelque chose, les systèmes d'exploitation avec de l'intelligence artificielle, ça vous avait interpellé au moment du salon à Pékin? Oui, alors, il faut comprendre que la voiture est en pleine mutation. Elle n'avait pas beaucoup changé depuis 120 ans. Et aujourd'hui, la voiture électrique apporte 3 innovations majeures. D'abord, l'utilisation du moteur électrique, qui n'est pas en soi une innovation, on sait en faire depuis plus d'un siècle, mais qui est extrêmement performant, efficient, productif, et qui se prête à différents facteurs de forme. Et donc, ça ouvre le champ de l'innovation. Le deuxième élément, c'est la batterie. La batterie, c'est le moteur de la voiture. Et là-dessus, il y a une créativité, une innovation. Moi, je suis abonné à un certain nombre de journaux sur ces questions-là. Tous les jours, j'ai des nouveautés, des innovations. Et on voit bien que la batterie, aujourd'hui, elle pèse de moins en moins lourd à la puissance égale. Elle coûte de moins en moins cher. Elle est de plus en plus performante, y compris par temps froid. Elle sait faire plein de trucs. Et le troisième élément, le lien, c'est le système d'information. D'ailleurs, pour faire fonctionner les batteries, il faut un battery management system. Et le battery management system devient un sous-ensemble d'un ensemble numérique du véhicule qui va piloter l'ensemble des fonctionnalités du véhicule et faire en sorte que le software defined vehicle va évoluer en fonction des besoins, du contexte et des évolutions de gamme. Par exemple, Tesla s'est illustré en faisant quelque chose qui est très important, qui s'appelle l'OTA, l'Over the Air, c'est-à-dire qu'on ajuste les paramètres de conduite, la puissance du moteur, plein d'éléments du véhicule à distance, de chez soi. Donc on autorise et puis on a un logiciel qui est... Tesla montrait la voie, mais les Chinois le font et on a l'impression en puissance 10. Couramment. Et donc, il faut savoir que les grands acteurs de l'automobile en Chine, ce n'est pas simplement les constructeurs et les fabricants de batteries, c'est Baidu. C'est Alibaba. Baidu, c'est un des leaders de l'intelligence artificielle. Il a inventé un système d'information qui s'appelle Apollo, qui est un système absolument génial, qui existe depuis des années, qui s'est raffiné. On est, je ne sais plus à quelle release du système. Et c'est un système qui intègre l'ensemble des fonctionnalités et qui permet aujourd'hui l'interaction entre le véhicule et son environnement. Et récemment, je lisais qu'à Shenzhen, qui est quand même la métropole de l'innovation, les voitures se connectaient directement au feu de circulation pour accélérer la fluidité du flux de véhicules. C'est ça l'évolution de la voiture. La voiture intelligente. Voilà. Michel, vous, quand vous étiez chez Valeo, vous le pressentiez, cette maturité technologique, et pas seulement la batterie, mais également l'environnement électronique? Alors, il y a eu plusieurs étapes, je pense. Au début, il y a une dizaine, quinzaine d'années, les Chinois faisaient des joint ventures pour acquérir les technologies. Et donc, ils ont appris. Ils ont beaucoup appris. Ils étaient assez discrets. Ils apprenaient, ils travaillaient, ils apprenaient. Et puis, depuis 5-10 ans, ils se sont mis à leur compte, on va dire. Et ils ont commencé à développer de plus en plus vite. Ce qui est impressionnant, c'est la vitesse et l'agilité. Parce que dans nos pays occidentaux, tout est compliqué, tout est long, tout est difficile. En Chine, tout est simple, tout est rapide, tout est facile. Ils essayent. Ça ne marche pas, ils essaient autre chose et ils vont très très vite. Et en termes technologiques, c'est assez impressionnant parce qu'ils ont fait des rattrapages incroyables. On parlait du software defined vehicle, le premier qui a fait ça, c'est Tesla au début. Après, tout le monde s'est mis à les copier. Les Chinois sont arrivés un peu tard et finalement, ils ont brûlé la politesse à tout le monde, avec Xiaomi notamment ou Apollo, pour arriver beaucoup plus vite. Aujourd'hui, si vous regardez les robotaxis, il y en a qui tournent en Californie, mais ceux qui tournent le plus confortablement et le mieux, ils tournent à Pékin. Moi, j'ai roulé dedans, ils tournent à Pékin ou à Shenzhen. Donc, quelque part, ils vont beaucoup plus vite. Les dernières voitures, ils prétendent, alors il faut vérifier, les faire en 16 ou 18 mois. Bon, même si c'est 2 ans, c'est déjà très court par rapport aux 4-5 ans qu'on mettait habituellement à faire des voitures. Et ce qui est plus intéressant, par contre, c'est aussi qu'ils ont développé tout un écosystème de technologie. Parce que vous ne faites pas une voiture sans avoir un écosystème de fournisseurs qui fournissent ces technologies. Je vais prendre l'exemple du lidar. C'est une chose que chez Valeo, on connaissait bien. Bon, du jour au lendemain, on a vu apparaître X fabricants de lidars en Chine. Et les dernières voitures qui sont sorties au salon de Shanghai, elles avaient toutes 3 lidars dessus. Et du jour au lendemain, le marché mondial du lidar, c'est devenu la Chine. Du jour au lendemain. Et là, ils apprennent, ils crunchent de la data, ils font des analyses, ils utilisent de l'IA, et ils vont du coup beaucoup plus vite. Il y a beaucoup de cas comme ça où ils sont très bons. Alors après, est-ce qu'on est capable d'être à parité technologiquement avec eux?
Moi, je pense que oui, mais parce qu'il ne faut pas non plus penser qu'ils ont tout inventé et tout révolutionné. Pas trop tarder. Mais il ne faut pas trop tarder, et surtout, il faut arrêter de se disperser, et puis il faut surtout arrêter de tergiverser. Alors, si vous permettez, on va demander également son avis à Jean-Briac Dalibard de BYD sur justement qu'est-ce qu'ils font au sein de cette marque sur l'IA et la conduite autonome. Absolument. Toutes nos voitures sont équipées de toutes les assistances à la conduite autorisées sur le territoire européen. Donc aujourd'hui, c'est près d'une trentaine d'ADAS qui équipent toutes nos voitures, ce qui leur permet également d'avoir un très bon score au test Euro NCAP. Donc toutes nos voitures aujourd'hui ont 5 étoiles Euro NCAP, notamment grâce à ces ADAS. Et effectivement, on travaille sur la conduite autonome. Il faut imaginer que BYD aujourd'hui, c'est plus de 100 000 ingénieurs et c'est 15 brevets qui sont validés chaque jour ouvré de la semaine. Donc évidemment, on travaille sur cette fonction de conduite autonome et le jour où la législation le permettra, eh ben, nos voitures pourront être autonomes. J'aimerais à présent aborder un autre domaine, c'est celui de la coopération, parce qu'on voit que des constructeurs occidentaux se rapprochent des partenaires chinois. Alors justement, Thomas Rodier, on sait que Volkswagen notamment va collaborer avec vous. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce partenariat? On va donc fournir la plateforme du G9 pour que Volkswagen puisse développer des SUV pour le marché chinois. Donc pour l'instant, c'est sur le marché chinois, mais on est assez conscient que Volkswagen a dû faire son marché et chercher la plateforme la plus performante qui pouvait justement l'aider à mettre des nouveaux SUV sur le marché chinois où, comme vous le décriviez, il y a une très très forte concurrence sur la performance de l'EV, on va dire, et sur des plateformes qui permettent des temps de charge de moins de 20 minutes, par exemple, ce qui est le cas d'Xpeng. Donc, on est ravis de les accompagner là-dessus. Et donc, on verra ces SUV arriver, je crois, au courant 2025-2026. Alors, ces partenariats avec des Chinois, ça va devenir indispensable, inévitable? C'est indispensable, je pense, dans les deux sens et au bénéfice mutuel. D'abord, les Chinois ont besoin d'avoir des partenariats pour avoir une forme de légitimité, notamment pour venir en Europe ou aux États-Unis, et donc éviter des sanctions, des tarifs, etc. Et d'un autre côté, Thomas a dit un mot qui est très important dans notre jargon technique automobile, c'est le mot plateforme. Plateforme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot un peu bateau. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des standards techniques qu'on réutilise d'un véhicule à l'autre, ou d'un modèle à l'autre, ou d'une génération à l'autre. Le roi qui a inventé la plateforme, c'était Volkswagen, qui faisait par exemple une Audi A3, c'était la même voiture qu'une Golf ou qu'une Skoda. Et en fait, tout le soubassement, tout le moteur, tous les trains. Stellantis fait un peu pareil en ce moment. Stellantis fait la même chose, mais tous les constructeurs font la même chose. Mais c'est difficile à faire. Avec l'électrique, c'est plus facile parce que vous avez ce fameux skateboard qui comprend la batterie, les moteurs et l'électronique, sur lequel vous pouvez greffer un certain nombre de carrosseries. Et cette plateforme technique, l'automobile est un monde où finalement ce qui compte, c'est les volumes. Parce que plus vous faites de volume, plus vous avez un amortissement de vos capex, de vos investissements de production et d'engineering, et plus vous êtes profitable. Donc quelque part, vous avez besoin de volume. Soit vous êtes capable d'avoir les volumes tout seul, et dans ce cas, vous faites votre plateforme tout seul, soit vous n'êtes pas capable, et dans ce moment-là, vous avez besoin de faire des coopérations industrielles. Et je pense que tout ce qui a été dit là, et l'exemple du G9 chinois Volkswagen est tout à fait typique. On a intérêt, enfin, l'industrie a intérêt à coopérer pour réduire les coûts, finalement, pour le bien du client. Alors on en arrive à la fin et petite question aux constructeurs chinois, on commence par BYD, donc une marque qui est très présente, elle est même sponsor de l'Euro de football en ce moment. Comment allez-vous vous développer en France? Oui, on est sur beaucoup de fronts en ce moment. Depuis le mois de mai, nous avons participé à la Foire de Paris, à Vivatech. On était également au début du mois de juin. On a fait les 24 heures du Mans, on a fait Top Marque à Monaco. Là, on commence effectivement la compétition de l'Euro. J'étais moi-même hier à Düsseldorf et j'ai assisté à la victoire de l'équipe de France. On participe à énormément d'événements et notamment aussi tout ce qui est événements B2B, puisqu'on essaye aussi de se faire connaître auprès des grandes entreprises qui cherchent à transformer leur parc automobile pour avoir un parc plus vertueux, plus propre. Et donc, effectivement, on participe à tout type d'événements qui concernent l'automobile, l'innovation ou la passion automobile en général. On a commencé déjà à ouvrir des points de vente dans le Nord avec Easy Motor. Ça va très très vite. D'ici le mois de juillet, on aura 15 points de vente à travers la France.
avec des acteurs qu'on connaît bien, hein, avec Jeanlin, Eden Auto, Mozart Automobile, des grands groupes. On a choisi, après avoir bien étudié le marché, d'aller avec des concessionnaires qui connaissent bien leur métier, le marché et qui sont les plus à même de nous accompagner pour lancer Xpeng. Et l'objectif, c'est d'avoir 35 points de vente d'ici la fin 2024 et 55 d'ici 2025, ce qui mettra un Xpeng à moins de 50 minutes de n'importe qui en France pour que voilà, le réseau soit bien maillé et que vous puissiez trouver quelqu'un proche de chez vous, un Xpeng proche de chez vous. Même pour les distributeurs, ils vont plus vite. Hein. C'est dingue. C'est le pari inverse de Tesla, en fait. Tesla s'est dit, bon, pas besoin d'avoir un réseau. Eux, ils ont choisi dès le départ et c'est peut-être ce qui fera la différence. Je pense que le réseau, c'est absolument indispensable pour la satisfaction client. Hein. Merci à vous pour cette émission sur les voitures chinoises. Je remercie bien sûr à distance Thomas Rodier pour Xpeng, Jean-Briac Dalibard pour BYD France et puis naturellement nos deux experts, Jean-Pierre Cornu, ex-consultant et auteur d'un livre sur la voiture du futur, voiture 21e siècle sera chinoise et bien sûr notre expert récurrent, habitué des plateaux de Mobility TV, Michel Forissier, ex-SIA et Valeo. Merci à tous et à très bientôt sur Mobility TV.